16 neuvième, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16 neuvième, votre émission sur l'actualité cinéma, toujours sur Radio Grand Lac 92.1 FM et radiograndlac.com. Comment ça va, Guillaume ? Eh bien, bonsoir à tous, toujours très content d'être là. Nous allons parler cinéma comme d'habitude, l'actualité, ce que nous avons vu, et nous ferons un petit focus sur le regretté Carl Weathers qui nous a quittés samedi. Si je ne dis pas de bêtises. Oui. Tu as bien résumé le sommaire, donc comme d'habitude, pardon, je suis parti. Non, mais c'est très très bien. Comme d'habitude, sortie de la semaine. Là, c'est une semaine plutôt calme, je trouve. Voilà. Oui. Et puis, deuxième partie, nous allons parler des sorties de la semaine précédente et même de la semaine d'avant, parce que j'ai rattrapé un film et au final, j'aurais pu m'en dispenser. Je te l'avais dit. Mesdames et messieurs, je lui avais dit. Mais monsieur, non, au nom du cinéma français, au nom du cinéma, a voulu se forcer à se faire du mal. Donc, on parlera du film Un coup de dé. On parlera aussi de La zone d'intérêt, de Argyle, de Amelia's Children. Et puis du film japonais A Man. Voilà, un bon petit programme. Et puis, oui, on vous avait promis la semaine dernière un focus sur Matthew Vaughn. Au final, compte tenu de l'actualité, nous avons préféré rendre hommage à l'acteur Carl Weathers qui nous a quittés dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 76 ans, paisiblement dans son sommeil. De cause naturelle, visiblement. Voilà, bon. D'aucuns diraient que c'est peut-être la meilleure des morts. Vous pouvez pas lui souhaiter mieux, je crois, en fait. Ouais, un petit peu plus tard, mais bon, c'est bon. Écoute, quand c'est l'heure, comme on dit. Hélas. Mais là, voilà. Donc, du coup, évidemment, qui dit hommage à Carl Weathers, l'émission de ce soir sera placée de manière musicale sur le signe de la saga Rocky, puisque je vous ai préparé 3 pauses musicales avec 3 tubes des années 80. Voilà, on aura du Rocky 3, du Rocky 4. Voilà, un petit spoiler, mais voilà, j'adore cette chanson en plus. Ouais, oui, parce que tu es triste quand tu l'écoutes, celle-là. Ah ouais, et puis elle donne la niaque. Ah oui, c'est ça avec les chansons de Rocky, c'est que ça donne la niaque. En fait, je crois que la playlist de ce soir, c'est ce que je me passe à la salle de sport, en fait. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est très motivant. Je vous conseille fortement les musiques de Rocky si vous êtes adepte du sport en salle. Et puis on vous conseille la saga Rocky, bien évidemment, l'une des meilleures sagas cinématographiques. Oui. Qui ne sait pas s'arrêter, c'est tout. Mais bon, ça si, regardez Rocky. Voilà. Après, regardez le premier Creed, et après on vous conseillera un peu plus au cas par cas. On verra. Tout à fait. Bon, les sorties de la semaine. Alors, nous commençons avec une comédie. Alors, je n'avais pas vu le premier, honnêtement, mais bon, je ne pensais pas que ça avait eu un tel succès, mais nous aurons un 2, puisque sort cette semaine Opération Portugal 2, la vie de château de Franck Simière, avec l'humoriste Jal, Grégoire Bonnet et Aurélie Bocquien. Ça raconte l'histoire de Hakim, alias Joaquin, notre policier maladroit et gaffeur, qui est de retour dans une nouvelle aventure. Il doit déjouer les plans d'un promoteur véreux, le comte de Neuville. Avec ses amis, il infiltre le château du comte, mais doit en plus préparer son mariage avec Julia, à qui il a caché sa mission. Rien ne se passe comme prévu et Hakim et sa bande de pieds nickelés dépassés vont aller de catastrophe en catastrophe. Il va alors entrer dans une course folle pour réussir sa mission et sauver son couple. On écoute tout de suite un petit extrait. On va se marier. On va se marier. C'est la fin de Jarico Vert, caralho. Ah, caralho, c'est... Hakim, c'est urgent, faut que tu viennes tout de suite. Quoi ? Faut que tu viennes tout de suite. Le comte de Neuville, un promoteur véreux. Il faudrait que quelqu'un s'infiltre dans le château et vole les contrats. Il faudrait que ce soit un Portugais, tu vois, parce que le comte, il négocie qu'avec des Portugais. C'est qui le Portugais qui va infiltrer le château ? Ah non. Oh, c'est... Ah non. Et donc ce sera disponible dans vos cinémas L'Étoile du Lac à Aix-les-Bains et au Pâté à Chambéry. Je suis sûr que mon cher Kevin va se précipiter pour se faire du mal. Non. Si. J'ai pas vu le premier film, mais non. Moi non plus. Non. Personnellement. Mais en plus, Jal, comme humoriste, je connaissais même pas. Mais le premier a plutôt bien marché et les gens en parlent avec beaucoup de bonhomie, voilà, que c'était assez marrant, assez sympathique. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine attente autour de ce second ou deuxième volet. Je pense que ça va se ramasser, mais je sais pas, largement. Je sais pas. On verra. Autre sortie, mon cher Kevin. Autre sortie, Le Dernier Jaguar. Là aussi un film français, parce que le réalisateur est français, Gilles Demestre ou Gilles Demaître. Je vous avoue, je ne sais pas.
Cette fois-ci, c'est avec Lumi Pollack, Emily Beth Rickards et Wayne Charles Baker, l'histoire de Autumn qui grandit dans la forêt amazonienne aux côtés de Hope, un adorable bébé jaguar femelle qu'elle a recueilli. Mais l'année de ses 6 ans, un drame familial contraint Autumn et son père à retourner vivre à New York. 8 années passent et Autumn, devenue adolescente, n'a jamais oublié son ami jaguar. Quand elle apprend que Hope est en danger de mort, Autumn décide de retourner dans la jungle pour la sauver. On écoute un petit extrait de la bande-annonce tout de suite. C'est un bébé jaguar. Je vais t'appeler Hope. Je serai là pour te défendre. Hope. Je me disais, je pouvais ne pas aller en cours. Autumn, tu vas à l'école et c'est tout. Je vais demander à un élève d'aller chercher les grenouilles au labo. Je vais vomir. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'appeler la SPA. Et ce sera donc à voir aux Toiles du Lac, à Aix-les-Bains ou au Pâté Chambéry. Et le réalisateur Gilles Demaître est habitué dans le domaine du film animal puisqu'il avait réalisé Mia et le loup blanc ou encore Le loup et le lion. Donc cette fois-ci, après... On n'a vu aucun. Moi non plus. Mais d'aucuns diraient qu'apparemment ce sont de très beaux films. Moi je vous avoue qu'en termes de films animaliers, je suis resté à Deux Frères. J'ai cru que tu allais me dire à Beethoven. Non, Beethoven aussi était bien. Mais Deux Frères de Jean-Jacques Hano, c'était un magnifique film. J'ai pas vu. Et peut-être que Le Dernier Jaguar, du coup, sera de la même trempe. J'ai vu L'Ours de Jean-Jacques Hano. Ah ouais, c'est encore plus vieux, mais oui, bien sûr. Ah bah Jean-Jacques Hano, c'est vrai que c'est une pointure quand même aussi en termes de films animaliers. Ouais, je sais pas, j'ai pas vu son dernier film, mais ça parle pas d'animaux. Non, ça parle pas d'animaux. Bon, je repasse sur une autre sortie, donc Race for Glory, Audi versus Lancia, de Stefano Mordini avec Riccardo Scamarcio, Daniel Brühl et Volker Bruch. 1983, la rivalité est à son paroxysme entre l'écurie italienne Lancia, dirigée par le charismatique Cesare Fiorio, tiens, je fais comme toi, mon cher Kevin, si. Et la puissante équipe allemande Audi, dirigée par le redoutable Roland Gumber. Mais c'est sur le terrain piloté respectivement par Walter Roller et Anu Mikola que leur voiture, la Lancia Rally 37 et l'Audi Quattro, les départageront durant un championnat du monde des rallyes devenu légendaire. On écoute tout de suite un extrait. Le rallye est un sport dangereux. Il y a des choses qui vous font peur? Une seule. Perdre. Audi bat Lancia à chaque épreuve. Audi file vers une nouvelle victoire. Une Audi Quattro. Ce sera disponible donc dans vos salles à Aix-les-Bains, aux Toiles du Lac ou sinon au Pâté Chambéry. Et je ne vous cache pas que ce film, je ne sais pas, ça sent le nanar. Voilà. Alors, je dois vous l'avouer, j'ai déjà vu ce film. Ah, tu l'as déjà vu? J'ai déjà pu le voir et j'en suis fortement déçu. Mais de toute façon, ça sentait en ce moment depuis, on va dire, Le Mans 66. J'aurais peut-être pu commencer avec Rush, qui est un excellent film que je vous recommande, mais depuis Le Mans 66, on a lancé la mode des films de voitures, d'écurie. Donc nous avons eu tantôt Lamborghini, qui paraît n'était pas trop mal. J'ai pas vu un Lamborghini. Nous avons Ferrari, qui est déjà disponible dans certains endroits, le film de Michael Mann. Sortir en mars en France sur Prime. Tout à fait. On en reparlera. Et là, nous avons ce Race for Glory. J'ai l'impression que personne n'en a entendu parler de cette rivalité, tout ça. Mais bon, pourquoi pas. Mais moi, je le sens mal. De par le casting, déjà, Daniel Brühl, bon, qui avait déjà été dans Rush. Il est très peu présent. Oui, mais ça sent. Et l'acteur principal, Riccardo Scamarcio, qui est le méchant de John Wick de. Oui, c'est ça, mais. En fait, je vais vous expliquer, j'en parlerai plus longuement la semaine prochaine, mais moi qui suis assez friand des films de course, qui suis assez, qui a été bercé dans ce genre d'univers-là, pour moi, le film est la confirmation qu'en fait, le rallye n'est pas du tout un sport automobile cinégénique. En fait, voilà. D'accord. Voilà. Ah ouais. C'est une tentative, mais c'est raté et sincèrement, je me suis beaucoup ennuyé devant ce film et j'ai pas compris pourquoi. Vu ce qu'ils ont fait, j'ai pas compris pourquoi ne pas faire un simple documentaire. Mais on en parlera plus longuement. Le peu d'images que j'ai vu, moi, ne me donnait absolument pas envie personnellement. Autre sortie, autre comédie, Cocorico. Je sais pas pourquoi je le dis avec l'accent italien. Oui, mais c'est la fameuse comédie où il n'y a aucune blague dans la bande-annonce, c'est ça? Oui, parce que la bande-annonce est une bande-annonce concept. On vous passera un extrait juste après. Parce qu'en fait, Cocorico, c'est un film de Julien Hervé avec Christian Clavier, Didier Bourdon et Sylvie Testu.
C'est l'histoire d'Alice et François qui sont sur le point de se marier et qui décident de réunir leurs deux familles. Pour l'occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original, des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier sauvages, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats pour le moins inattendus. On écoute un extrait d'abondance tout de suite. Bon, t'es prête pour la rencontre ? Je suis ravie de rencontrer les parents d'Alice. Tu sais que ton père et moi, on n'est pas du genre à faire des manières, hein. Alors, elle vous plaît ? Voilà la beauté. Mais t'es fou, chérie. Je l'ai empruntée à la concession. Elle est même pas encore en vente, hein. C'est une merveille. Tu sais, papa, ça sert à rien de vouloir impressionner les Bouvier sauvages. Oh, je sais très bien que ça va les impressionner, mais je fais pas ça pour ça. Bon, allez. Mon Dieu, mais c'est magnifique. Un peu froid, mais joli. Bah alors, vous allez voir les vignes, c'est là qu'ils font leur vin depuis des centaines d'années. On a bien fait de s'habiller un peu quand même. Ouais. Moi, j'ai bien fait de pas porter de pinard. Ça en jette. Voilà, donc une comédie française à découvrir dès demain en salle. Bien et française. il est vrai que la bande-annonce est particulière puisque ça ne dévoile rien. Alors moi j'ai espoir parce que je me dis justement peut-être que ça va être bon. J'ai vu qu'il n'y a aucune blague, il n'y a rien. Ah, c'est qui tout double. Hein. Oui. Ça c'est génial, ça c'est... Ah non, mais je vous avoue que Christian Clavier est le genre d'acteur qui pourrait me citer n'importe quelle recette culinaire que je serais mort de rire. Ouais, mais Christian Clavier encore dans le rôle du bourgeois. Oui, mais voilà. Non, mais je sais, c'est moi aussi, c'est mon idole, mais bon. Ouais. Non, mais bon, écoutez, peut-être que j'irai le voir. Je ne sais pas. J'hésite encore. J'attends peut-être les premiers retours demain parce qu'on n'a eu aucun retour pour l'instant. Il n'y a pas eu d'avant-première d'ailleurs. Ça sent pas bon. Quand il y a ça, il n'y a pas d'avant-première, pas de projection presse. C'est qu'en général on veut cacher la misère. Mais bon. Ou qu'il y a un gros twist. Ou alors qu'il y a un gros twist. Nous verrons bien. Autre sortie. Donc autre sortie, ce sera Dali de Quentin Dupieux. Super, avec Édouard Baird, Jonathan Cohen et Anaïs Demoutier. Une journaliste française rencontre Salvatore Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Maître, on peut faire une pause un peu là ? Putain, quel enfer! Mais ça va pas la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est? Dali est probablement On est là. le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque. Moteur! Et ce sera disponible dans tous vos cinémas, de vos cinémas de genre, non, de vos cinémas d'art et essai, puisque ce sera disponible uniquement au Victoria, à Aix-les-Bains et à l'Astrée, à Chambéry. Et personnellement, ça sera sans moi. Non, merci, parce que j'ai une sainte horreur de Quentin Dupieux. Et moi, personnellement, j'ai déjà vu le film en avant-première et pour moi, c'est son meilleur. Vraiment, son humour décalé avec l'univers de Salvador Dali colle parfaitement bien, même s'il y a une ou deux vannes un peu piquées, tu veux que je t'avoue un truc, Python partout. Quand même, c'est le premier que j'ai envie de voir, vraiment. Ouais, mais en vrai, franchement, moi, j'ai beaucoup ri. Hein. C'est absurde et ça colle très très bien avec le personnage. Mais il enchaîne en plus, hein, parce que... Et c'est un film qui fonctionne très très bien au comique de répétition, mais j'en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine. Eh bien, autre sortie française. Autre sortie, énormément de films français cette semaine. La Bête de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux, George McKay et Gusladji Malanda. L'histoire, on se situe donc dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle. Les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s'en débarrasser, Gabrielle doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, son grand amour, mais une peur l'envahit. Le pressentiment qu'une catastrophe se prépare. On écoute un extrait tout de suite. Votre projet personnel? Travailler. Vous avez beaucoup trop d'affects. Faut choisir entre le travail et les affects? Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. En purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles. J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver. Et ce sera donc à découvrir dans vos cinémas d'art et d'essai. J'avoue que je suis assez intrigué par ce film, La Bête, film de science-fiction français. On retourne dans nos vies antérieures. Ça rappelle un certain concept, n'est-il pas, de jeux vidéo. Oui, un petit peu, oui. En fait, vrai, nos vies sont entremêlées avec celles de nos ancêtres. Donc, ça me fait penser, c'est un qui m'attire en plus. Là, vraiment, le concept, même si Léa Seydoux et moi, ça fait deux.
franchement, ça donne envie. Ouais, je pense que j'irai le voir sans doute demain soir et nous en parlerons la semaine prochaine. Très bien. Autre sortie, donc nous avons un film d'animation, Le Royaume de Kensuke, de Neil Boyle et Kirk Hendry. Ça raconte l'incroyable histoire de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents avant qu'une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Échoué sur une île déserte, comment survivre? Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C'est Kensuke, un ancien soldat japonais vivant seul sur l'île avec ses amis les orang-outans depuis la guerre. Il ouvre à Michael les portes de son royaume, mais lorsque des trafiquants de singes tentent d'envahir l'île, c'est ensemble qu'ils uniront leurs forces pour sauver ce paradis. On écoute tout de suite un extrait. Michael, monte avec moi. Aide-moi à barrer. Toute la famille, ensemble, à la découverte du monde. Des dauphins! Gentil, Stella. La mer est démontée. Stella est dans sa niche, il faut aller la chercher. Michael! Attention! Et donc, ce sera disponible au Victoria et à l'Astrée. Donc, ça a l'air d'être un très beau film d'aventure et de voyage. Mais moi, dès qu'il y a un petit chien dans une histoire... Non, mais en plus, le dessin est très joli, l'invitation à l'aventure, tout ça. Et puis le fait qu'il y a un vieux japonais aussi, ça fait beaucoup penser à Onoda. Oui, ça m'a fait penser à ça aussi, mais je sais que ça t'attire en général. C'est genre d'histoire où il y a un vieux... Ça a l'air d'être un très beau film. Oui, je suis d'accord. Et la dernière sortie de la semaine. Dernière sortie de la semaine, disponible seulement à l'Astrée, ce sera le film Green Border de Agnieszka Holland avec Yalal Altaville, Maya Ostazeska et Bei Janati Atay. Et bim, j'y suis arrivé du premier coup. Monsieur a fait chinois en LV2. Là, oui, mais alors ça, c'est Europe de l'Est. Alors, l'histoire de Green Border ayant fui la guerre, une famille syrienne entreprend un éprouvant périple pour rejoindre la Suède. À la frontière entre le Bélarus et la Pologne, synonyme d'entrée dans l'Europe, ils se retrouvent embourbés avec des dizaines d'autres familles dans une zone marécageuse, à la merci de militaires aux méthodes violentes. C'est un film apparemment très très dur et très prenant, que vous pourrez donc voir seulement au cinéma L'Astrée à Chambéry. Il est temps de la première pause musicale, mon cher Guillaume. Sortons les mouchoirs. Pensons à Apollo. Pensons à Rocky IV, No Easy Way Out de Robert Tepper. Ça, c'est du très très bon son. Écoutez ça dans vos Lamborghini surtout. Eh oui, on s'écoute ça et on revient tout de suite après. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir, vous êtes toujours dans la 16/9e avec Kevin et Guillaume. Tout à fait. Toujours sur Radio Grand Lac 92.fm et radiograndlac.com. Et on est toujours là pour parler de l'actualité cinéma. Et notre deuxième partie est consacrée aux avis des sorties précédentes. Alors, on rappelle très 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 rapidement qu'il est toujours disponible dans les salles et que nous vous conseillons les films d'animation Wish, Migration, Wonka. C'est pas un film d'animation, mais on vous le conseille. Et puis la comédie romantique Tout sauf toi, qui dans le genre se défend plutôt bien. Et par contre, on est toujours un peu mitigé ou partagé concernant les Trois Mousquetaires Milady qui s'offre encore une semaine supplémentaire et May December, que Guillaume a détesté et que j'ai adoré. Donc c'est pour ça que nous sommes partagés. Tout à fait. Donc, par contre, côté sortie de la semaine dernière, même de la semaine précédente, j'ai rattrapé le film français Un coup de dé, réalisé par Yvan Attal et avec Yvan Attal, mais aussi Guillaume Canet, Maïwen et Marie-Josée Croze. On m'avait dit qu'il fallait pas aller le voir. Oui, on t'avait dit. Et j'aurais mieux fait d'écouter les avis, parce que c'est absolument affreux. C'est un thriller français d'une paresse monumentale, inintéressant au possible, encore une histoire de tromperie, enfin voilà, c'est ultra ennuyeux, ultra ronflant. Ce serait passé à la télé que, franchement, j'aurais vraiment pas du tout vu la différence. Ah, à ce point-là, oui. Yvan Attal, je trouve qu'il se débrouille pas du tout bien. Seul qui se démerde un peu, je trouve, c'est Guillaume Canet et même Maïwen. Maïwen, je trouve qu'elle joue plutôt bien. Mais franchement, c'est à éviter totalement.
inintéressant au possible, et en plus de ça, c'est alourdi par une voix off qui te réexplique ce que tu viens de voir au cas où t'aurais pas compris. Ah oui. J'ai eu l'impression de lire un très très mauvais roman, sauf que j'étais dans une salle et enfermé et que je ne pouvais pas sortir. D'accord. Et ça dure 1h25, mais franchement vous avez trouvé le temps long. Évitez, je vous le déconseille très fortement, Un coup de dé. Autre sortie, par contre, cette fois-ci, la semaine dernière, c'était la grosse sortie de la semaine. Oui, le gros blockbuster de la semaine qui est en train de littéralement se planter visiblement. Argyle. Oui, Argyle, de Matthew Vaughn avec Henry Cavill, Dua Lipa, Sam Rockwell et Bryce Dallas Howard. Ça raconte, on fait un petit brief. Oui, c'est l'histoire en fait d'une autrice qui écrit des romans d'espionnage à la James Bond, et en gros, ce qu'elle écrit se passe dans la réalité. Voilà, et du coup, une organisation de méchants vient la rechercher, mais du coup, heureusement, elle va être épaulée par un agent secret, disons, haut en couleur. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé sympathique et divertissant, où se mêle l'esprit James Bondiesque, si on peut dire, avec une petite touche du magnifique. Le film avec Jean-Paul Belmondo, de Broca dans mes souvenirs. Oui, de Broca, oui, je crois, oui. Donc, comme j'ai dit, divertissant, de belles idées de mise en scène, avec notamment, je pense à une scène avec des fumigènes de partout, qui est littéralement, qui est magnifique, mais des effets spéciaux qui ont déjà vieilli et qui vont malheureusement très mal vieillir. Dans le scénario, on a peut-être l'impression que le trop est l'ennemi du mieux, puisque on a plusieurs retournements de situation qui fonctionnent plutôt bien jusqu'à un moment où on se dit oh là là, je crois que tu en as trop fait. À trop vouloir en faire, justement, je trouve qu'on tombe dans l'excès, mais le cahier des charges, pour moi, est largement rempli. Si vous avez apprécié la trilogie Kingsman ou les films précédents du réalisateur, je pense que vous apprécierez aisément ce film, qui fait passer littéralement un bon moment. Ça dure un peu plus de 2 heures. 2h20, et on ne voit littéralement pas le temps passer. Voilà, c'est fun, divertissant, mais un peu lourd, personnellement. Mais et surtout, petit disclaimer quand même, si vous pensez voir le film pour Dua Lipa et Henry Cavill, voilà, disons que ce ne sont pas les personnages principaux du film. Non, absolument pas. Absolument pas. Oui. Autre sortie, c'était un film d'horreur qui est sorti la semaine dernière, mais que moi j'ai pu voir au Festival de Gérardmer. C'était Amelia's Children de Gabriel Abrantes. C'est un film donc portugais, mais avec des acteurs américain et portugais, puisque c'est une histoire où un enfant a été kidnappé à la naissance, et quand il vient l'âge adulte, il retrouve sa famille au Portugal, et du coup il se rend dans ce manoir portugais avec sa copine, et il va découvrir que sa famille cache un terrible secret. Je vous avoue que c'était l'une des plutôt bonnes surprises de ce festival de Gérardmer. C'est un film d'horreur efficace. Bon, pas très effrayant, on va pas se mentir. Hein, ça n'existe plus tellement, j'ai remarqué, entre nous. Non, mais si je fais un petit aparté... Vous n'allez pas faire de cauchemar. Non, mais les films d'horreur effrayants de chez Effrayant, tu n'en trouves plus vraiment beaucoup. Où est-ce que nous avons grandi, et du coup, il y a vraiment un âge particulier où ça marche très très bien, et après... Je sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, Amelia's Children, c'est de plutôt bonne qualité. Le film assume son côté ridicule par certains instants et s'en moque. Donc on passe un bon moment. Mon vraiment gros bémol, c'est que son fameux grand mystère, il le dévoile beaucoup trop rapidement et d'une manière éclatée au sol en termes de scénario. Pour vraiment, ce n'est pas un spoil, mais disons que le mystère va être découvert sur une page Wikipédia. C'est littéralement ça. Donc, quand on est à ce stade-là, c'est que pour moi, le scénariste n'avait vraiment pas envie de se fouler. Autre film de la semaine dernière, donc, grand film. Oui, La Zone d'intérêt, donc de Jonathan Glazer avec Sandra Hüller, Christian Friedel et Johan Karthaus, donc qui en fait raconte le quotidien d'une famille, du commandant, Haus. de la famille du commandant Rodolphe Haus à Auschwitz. Voilà. Et donc vous ne verrez absolument que ce petit endroit, en fait, cette maison avec un jardin. Oui, c'est un très grand jardin. Oui. En fait, si vous voulez, c'est assez magnifique visuellement. Le film est très beau. Je trouve qu'il y a de très beaux plans quasi
on dirait des peintures par instant. La caméra est bien posée. C'est vrai que je l'ai vu il y a quelques mois, donc c'est un peu loin des fois. Et en fait, la dichotomie, c'est que on voit quelque chose de très très beau, mais par contre, à l'oreille, on a tous les sons du camp de concentration. Et du coup, il y a quelque chose d'assez étrange qui se déroule, c'est que ce qu'on voit à l'écran est beau, et ce qu'on entend est affreux, horrible. Et le message du film est clairement pour montrer que l'humain se détourne assez facilement de l'horreur qui se déroule sous ses yeux. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un film très très solide sur son propos. Et l'idée de fin tient du génie. Vraiment, la fin est absolument géniale. Et je vous conseille absolument de voir ce film qui, moi personnellement, m'a passionné du début jusqu'à la fin. Voilà, il dure 1h45, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, mais il faut se dire que c'est un film sur le quotidien d'une famille, avec du coup cette étrangeté au niveau du son et du fait qu'on entend tout ce qui se passe dans le conte. Et on voit les feux des chambres à gaz, des crématoriums. Voilà, qui d'ailleurs pour certains personnages est le déclic. Pour certains de se dire... Et l'odeur, en plus. Voilà. Justement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ça reprend, je sais pas si tu te rappelles d'Apocalypse Now. Si, bien sûr. Quand tu as Kurtz, qui est interprété par Marlon Brando, qui dit ce serait bien d'avoir un soldat qui massacre et qui reviendrait voir sa famille normalement. Voilà, c'est typiquement ça, en fait. Oui. C'est la plongée dans l'âme humaine, tout ce qu'il y a de plus noir, et ça montre aussi d'une certaine manière que en fait, ceux qui commettent les pires atrocités peuvent peut-être en fait avoir une famille, être normal, quoi, parce que ce n'est pas un père violent spécialement. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais en fait, ce qui est le plus effrayant et le plus effroyable, en fait, c'est quand tu te rends compte que ces atrocités ont été faites par des hommes, en fait. Oui, et puis le film se passe de spectaculaire. Peut-être que j'avais envie que le film bascule à un moment. Moi, je pense. Personnellement, vraiment, j'aurais peut-être apprécié que le film bascule à un moment, peut-être un peu plus dans nous montrer, mais il y a un parti pris intéressant, je trouve, quand même, qui pourra rappeler, pour ceux qui ont visité Auschwitz, des endroits vus dans le camp, en tout cas. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, à voir, très grand film. Totalement. J'ai vu qu'il était très bien accueilli, mais pas par tout le monde non plus. Il y en a qui ont tendance un peu à... Il y en a pour qui l'expérience n'a pas fonctionné. Ouais. Après, c'est particulier. Hein. Ne vous attendez pas à du sensationnel. C'est subtil. Voilà. Il faut se le dire. Et dernière recommandation de la semaine, et c'est une belle recommandation aussi, c'est le film japonais A Man de Kei Ishikawa, qui est un thriller japonais. Alors c'est assez intéressant parce que ça commence par une intrigue romantique, un homme et une femme qui osent pas trop s'aimer, tout ça, puis finalement l'amour naît, c'est très joli, c'est très mignon. Et puis très rapidement, le mari décède et la femme se rend compte 1 an après que l'homme qu'elle croyait être son mari, en fait, son identité n'est pas celle qu'elle croit. Et du coup, va commencer une enquête par un avocat pour savoir qui est cet homme, qui est-il, pourquoi il a pris l'identité de quelqu'un d'autre. Et c'est absolument passionnant. Il y a peut-être quelques petites longueurs au milieu. Le film, à un moment, s'arrête pour s'intéresser à on va dire un segment sur la boxe qui aurait peut-être gagné à être un peu plus court, mais vraiment côté émotion ça marche du feu de Dieu et le scénario est vraiment excellent et on est surpris du début jusqu'à la fin. Franchement, c'est un film japonais qui mérite tous les prix qu'il a reçus parce il avait gagné aux Oscars japonais, je crois, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario. Donc franchement, c'est du tout bon et je crois qu'il n'est disponible qu'au cinéma Victoria. Franchement, s'il est encore disponible la semaine prochaine, foncez, c'est un très bon film japonais. Et puis, c'était donc tout. Et en parlant de boxe, nous allons passer, évidemment. Après la deuxième pause musicale, nous allons passer au focus sur Carl Weathers, qui nous a quittés ce week-end. Et bien évidemment, comment peut-on annoncer un focus sur Carl Weathers mieux que de balancer la chanson emblématique du personnage d'Apollo Creed dans Rocky. C'est dans Rocky 4, c'est James Brown qui nous chante Living in America. On s'écoute ça tout de suite et on revient juste après. À tout de suite. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et oui, toujours la 16/9e. Toujours. Sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. On va vous parler encore de cinéma avec Guillaume. Et bien évidemment,
on s'est senti obligé de bousculer notre programme. Ça nous semblait naturel et tout à fait. Alors il y a beaucoup de gens quand même. J'ai été surpris que les gens se rappellent de Carl Weathers, pardon. Parce que quand je disais Carl Weathers c'est mort, les gens faisaient ah mais oui c'est celui qui est dans Rocky. Je pensais qu'il était quand même complètement sombré dans l'oubli, mais heureusement pour lui non. Et voilà, donc nous allons rendre hommage à Carl Weathers qui nous a quittés dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 76 ans, paisiblement dans son sommeil. C'est ce qui a été indiqué de manière officielle. Officielle pour l'instant, donc je vais vous parler un petit peu de sa vie. Donc Carl Weathers, né le 14 janvier 1948 à la Nouvelle-Orléans. Avant d'être acteur, il est d'abord une star du football professionnel de l'État de San Diego et de la Ligue canadienne jusqu'en 1974 où il décide de se retirer du monde du sport afin de pouvoir se consacrer à son but, devenir acteur. Pour une fois, dans l'histoire, il n'y a pas une blessure l'en empêche et il se consacre à la comédie. Non, là, le monsieur le voulait. Il obtient très vite un petit rôle dans Bucktown qu'il tourne en 1975 et dans la série L'homme qui valait 3 milliards. Mais c'est en 1976, soit 2 ans après avoir lancé sa carrière, qu'il incarne déjà le rôle qui le rendra célèbre. Il est le fameux Apollo Creed, dont le rôle était initialement prévu pour le boxeur Ken Norton. Je ne savais pas. J'avais cru entendre cette histoire qu'il cherchait vraiment une pointure dans la boxe pour vraiment il a souvent cherché confronter. Mais bon, peut-être budget oblige. Le surnommé danseur massacreur, le beau truc de l'uppercut à la fois mentor et adversaire de Rocky Balboa dans Rocky et Rocky 2, avant de décider en 1982, une fois à la retraite, d'entraîner ce dernier dans Rocky 3, sans oublier de rappeler qu'il faut avoir l'œil du tigre, mec. Bien sûr. On le retrouve une dernière fois dans ce rôle en 1982 pour Rocky 4, où un combat prévu pour n'être qu'une exhibition va finalement lui coûter la vie. Et va devenir une exécution. Oui, c'est ça. En 1987, il obtient, grâce à sa rencontre avec le producteur Joel Silver, un rôle en tête d'affiche à côté de celui d'Arnold Schwarzenegger dans Predator, film à l'origine de la fameuse saga, où il y a la fameuse phrase « Dylan, sacré enfant de putain », et ça vous donne lieu à un bras de fer mémorable entre deux biceps, j'allais dire, sous testostérone. Totalement, on voit peut-être limite les traces de la piqûre. Ça c'est sur les fesses en général, les piqûres. On ne les voit pas, mais bon. L'année suivante, il tient pour la première fois un rôle principal dans Action Jackson, un film également produit par Joel Silver, mais qui passe cette fois quelque peu inaperçu auprès du public et de la critique, que nous avons découvert pour cette émission justement. Alors qu'en avais-tu pensé de Action Jackson? Action Jackson, voilà. C'est un nanar monumental avec du coup Carl Weathers, mais aussi Craig T. Nelson, Vanity, qui nous a quittés. Je ne savais pas qu'il était décédé. Je ne connaissais pas cette dame. Et puis Sharon Stone. Si, Vanity, je la connaissais bien puisque après tout, on l'emmène à chaque fois qu'on part en vacances. Oh là là, oh c'est faible. Non, en tout cas, c'est typiquement un produit des années 80. Alors, si vous aimez, encore qu'il n'y a pas tant de flingues que ça, mais si vous aimez les flingues, les bagnoles, ça tarde à démarrer. C'est ce que je me suis fait la réflexion, c'est que c'est un film qui s'appelle Action Jackson, parce que du coup, c'est le surnom du personnage qui... en fait, il nous manque limite un épisode dans leur histoire. Voilà, il est très souvent dans l'action. Du coup, c'est Action Jackson. Le problème, c'est que le personnage subit beaucoup l'action pendant 1 heure avant de vraiment commencer à foutre des pains, à envoyer valdinguer 2-3 personnes. Et par contre, à la fin, ça se réveille monumentalement. Il y a une bagnole dans une baraque qui monte les escaliers, qui arrive dans une chambre. Voilà. Dans une chambre, mais limite sans trop faire de dégâts. C'est ça qui est complètement non, mais c'est une belle Ferrari. Et là, réplique monumentale de Carl Weathers qui dit « Là, tu m'as vraiment mis en colère ». Voilà, c'est ça. Donc, si vous aimez les bagnoles, les bourre-pifs, les belles poitrines, donc jetez-vous sur Action Jackson. C'est un film qui est pas fin, mais qui vous fera... Après, c'est divertissant. Oui, c'est comme ce genre de film des années 80. On comprend par contre que voilà, il n'est pas devenu culte et qu'il n'a pas réussi à marquer sa patte. Il est devenu culte quand même pour beaucoup de gens. Hein. Aux États-Unis, je pense. En France, franchement, je pense qu'Action Jackson, tout le monde s'en fiche. C'était un produit, on dirait un produit de la Blaxploitation, tu vois, mais avec presque 10 ans de retard. Bah oui, c'est ça. C'est un peu ça le problème. On est loin de Shaft. C'est ça. Bon. Carl Weathers continue parallèlement sa carrière d'acteur en jouant dans des séries comme L'Enfer du Devoir pour 5 épisodes en 89 et se fait même la main comme réalisateur en 2000 pour un épisode de La Loi du Fugitif et un épisode de La Vie avant tout. On le voit ensuite en tant que guest dans Arrested Development et dans The Shield.
Il joue ensuite la carte de l'humour dans Happy Gilmore en 96 et Little Nicky en 2000, 2 comédies avec Adam Sandler où il campe le personnage de Chubbs Peterson. Cette reconversion de l'action à la comédie semble lui réussir puisqu'en 2007, il revient dans The Comeback où il tient la vedette en incarnant un rôle qui lui permet de renouer avec ses premiers amours puisqu'il est un coach de football américain. Enchaînant toujours les rôles à la télévision, on le retrouve en 2016 dans Colony, puis dans le rôle récurrent de Mark Jefferies dans les séries Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Justice, New York Unité Spéciale entre 2016 et 2018. En parallèle, il prête sa voix à de nombreux projets animés, jeux, vidéos, tout ça. Oui, non, mais j'aurais dû dire Chicago PD. Oui, voilà. Oui. Excusez-moi. Tout en réalisant des épisodes de Chicago Med, New York Police Judiciaire, The Last OG, Hawaii Five-O ou encore For the People. Mais c'est en 2019 qu'il décrochera finalement son dernier rôle, et pas des moindres, celui de Griff Karga, chef de la Bounty Hunter Guild dans la série Star Wars The Mandalorian, apparu 9 épisodes de la série au cours de 3 saisons. Le personnage s'est rapproché au fur et à mesure du Mandalorien en personne incarné par Pedro Pascal. En parallèle, l'acteur a également repassé derrière la caméra en réalisant 2 épisodes des saisons 2 et 3 du show. 2 de la saison 2 et 2 de la saison 3 Non, 2 épisodes des saisons 2 et 3. Ok. Pour son rôle dans la série, Carl Weathers sera nommé à l'Emmy du meilleur acteur guest star dans une série dramatique en 2021. Voilà. C'est vrai qu'il est très très bon dans The Mandalorian. Je trouve qu'il est... Oui, il est sympathique, oui. Bah, c'est sûr que dans la saga Creed, ils n'ont jamais pu le ramener, quoi, de toute façon. Oui. Oui, alors même s'il y avait eu des rumeurs comme quoi dans Creed 2, on aurait dû avoir un flashback avec un Stallone rajeuni et un Carl Weathers rajeuni, mais au final, ça ne s'est jamais concrétisé. On ne sait même pas si ça s'est tourné. Je pense pas, non. Reste que il était aux avant-premières de Creed 1 et 2. Oui, j'ai vu, oui. Juste à titre de honorifique, je pense, et d'amitié avec Stallone, je pense. Mais c'est dommage, cet acteur a manqué le coche, en fait. Mais il a eu sa chance, mais ça a loupé, quoi. C'est ça. Peut-être qu'il lui a manqué peut-être ce rôle dramatique qui aurait permis à ce qu'il soit... Après, il a entretenu aussi cette image de gros dur, des muscles de partout. Ouais. Je pense qu'il a voulu trop chercher du côté de Stallone et Schwarzy. C'est ça. Et peut-être qu'il aurait plutôt mieux trouvé ailleurs sa voix, parce que on a pu le remarquer dans plusieurs de ses rôles que quand même c'est un acteur qui sait jouer et qui ne sait pas jouer qu'un seul rôle. C'est ça. Je trouve aussi. C'est dommage, mais voilà, ça reste quand même c'est un acteur culte et on ne cessera jamais de revoir ses apparitions dans la saga Rocky, dans Predator, peut-être dans Action Jackson, voilà. Mais il y en a qui aiment beaucoup, hein, je te dis. Moi, j'avais plein de copains qui adoraient Action Jackson, pardon. En vrai, c'est très feel good, c'est très délire. C'est de la production Joel Silver, ça fonctionne quand même. Voilà. Ce focus était un peu court, désolé, mais bon, il n'a pas eu non plus une énorme carrière, mais il restera à jamais dans nos cœurs. Voilà. Et puis, si on devait bien sûr vous conseiller, évidemment, regardez la saga Rocky. La saga Rocky. Et Predator quand même. Et Predator, le premier du nom, qui est très très bon. Et puis voilà, si après vous voulez aller un peu plus loin, le Mandalorian, c'est une série Mandalorian, oui, sympa. La 3e saison est un peu en deçà, mais nous avons espoir pour la suite. Oui, il y a toujours de l'espoir. Je sais pas si un film... peut-être que probablement, d'ailleurs, il aurait dû être présent dans le film Mandalorian et Grogu ou dans la possible saison 4. On ne sait pas encore véritablement dans quelle direction on va. Bon, je pense que c'est pas très grave pour les scénaristes dans le sens qu'ils peuvent faire sans ce personnage. Mais je suppose, j'espère de leur part un bel hommage et peut-être une scène histoire de conclure son arc, de tirer un peu sur l'émotion et nous faire peut-être verser quelques larmes. Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, on va se retrouver avec un programme un peu particulier parce qu'il y a énormément de sorties. Le 14 février, il y a énormément de films. Et nous avons un invité en plus. Et nous avons un invité, Samir de la chaîne Microciné sur YouTube, qui organise son festival. Alors c'est un festival qui n'est pas local, hein. C'est pas un festival à Aix-les-Bains, c'est un festival qui aura lieu au Club de l'Étoile à Paris. Mais
du fait de son expérience dans la critique de cinéma, notamment avec Cahiers du cinéma, voilà. On s'est dit pourquoi pas l'inviter pour qu'il parle un peu de son expérience et de son festival. On va pas vous mentir, c'est un ami, donc on s'est permis de l'inviter et du coup nous pourrons revenir avec lui sur ce festival qu'il a mis en place depuis l'année dernière et qui cette année aura lieu le samedi 17 février. Bien sûr, revenir pourquoi ce choix de film. Dans mes souvenirs, il y a La vie de château de Rapneau, il y a Snake Eyes de Brian De Palma avec Nicolas Cage et il y a aussi Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. Et il y a le film de Bruno Podalides, mais je me rappelle plus le titre. Moi non plus. Mais voilà le programme, 4 films de 11h à 22h. Si vous avez la possibilité de prendre un train d'Aix-les-Bains jusqu'à Paris pour découvrir ce festival, nous vous en reparlerons la semaine prochaine avec notre invité. D'ici là, côté programmation à la radio, demain vous pourrez retrouver l'émission Parents Autrement présentée par Pauline de 13h à 14h et l'émission Les Chaussettes dépareillées présentée par Mel et Deb de 17h30 à 18h45. Nous, de notre côté, on va se quitter sur, inévitablement, un son de la saga Rocky. L'œil de tigre. Vous pensez bien qu'on l'avait gardé pour la fin, l'œil du tigre, mec. Et on va retrouver notre œil du tigre tous ensemble et on va rendre un dernier hommage à Carl Weathers avec le titre Survivor, Eye of the Tiger. On vous souhaite une excellente semaine. Excellente semaine. Et à mardi prochain. À mardi.